Pour le 20e anniversaire de mon frère, ma mère a levé son verre. Un toast, dit-elle, à notre garçon en or et à sa sœur qui lui achètera la BMW qu'il mérite. Des éclats de rire fusèrent dans le jardin comme des applaudissements. Mon père hocha la tête en signe d'approbation. Mon frère afficha un sourire suffisant. Même les voisins, pensant à une plaisanterie, souriaient. Ce n'en était pas une. Je sentis la piqûre de la trahison bien avant que le verre ne heurte la table. Mon pouls ralentit jusqu'à devenir presque imperceptible. Mon sourire se figea sur mes lèvres. Et pour la toute première fois, je les ai vus exactement tels qu'ils étaient, beaux, cruels, et absolument certains que je ne me défendrais jamais. Ils avaient tort. Car l'appel suivant qu'ils reçurent ne venait pas de moi. Il venait de mon avocat. Depuis la rue, notre maison de campagne ressemblait à une image de catalogue immobilier. Mur blanc immaculé, et taillé au cordeau, un drapeau qui flottait juste ce qu'il fallait dans le vent. Les étrangers souriaient en passant et disaient « Quelle charmante famille !» Ils ne voyaient pas le silence qui se cachait sous la peinture fraîche. Mon père, Stéphane Dubois, dirigeait une entreprise de construction et croyait que les gens se brisaient de la même manière que les bâtiments lorsqu'ils cessaient de suivre le plan. Il gérait nos vies comme des plans d'architecte. Chaque choix était mesuré, chaque émotion soigneusement élaguée. Ma mère, Valérie, était la décoratrice de cette illusion. Elle parlait doucement, souriait magnifiquement, et sa cruauté avait toujours le son de l'inquiétude bienveillante. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi, » disait-elle, juste avant de décider à ma place de ce qu'était ce « mieux ». Mon frère Léo était le projet en or autour duquel tout s'articulait. De son premier trophée de football à sa lettre d'admission à la grande école, la maison entière tournait autour de ses victoires. Mon père l'appelait « l'héritage du bois ». Ma mère l'appelait « la raison pour laquelle nous travaillons si dur ». Ils n'ont jamais dit ce que j'étais, moi, mais j'avais compris. Quelqu'un devait tenir le projecteur bien stable pendant qu'il se tenait en pleine lumière. Lorsque mon grand-père, Pierre Moreau, est décédé, il m'a laissé quelque chose qui ne cadrait pas avec leur plan d'architecte, un fonds en fiducie personnelle. Ce n'était pas une fortune colossale, mais c'était à moi. Débloquable uniquement à mes 24 ans, ou plutôt si je faisais face à des difficultés majeures. Grand-père m'avait murmuré un jour, la liberté a besoin d'un plan de secours. Je ne réalisais pas à quel point il avait raison. J'avais 19 ans quand je l'ai appris. Mon père avait qualifié cette idée d'inutile. Ma mère avait esquissé un sourire pincé et déclaré « Les familles ne se gardent pas de secrets ». Mais après ce jour, ils ont commencé à me traiter comme un coffre-fort qui pouvait parler. À 22 ans, je terminais ma licence en création littéraire et je travaillais à temps partiel à la bibliothèque municipale. Chaque soir, en rentrant, je trouvais Léo au comptoir de la cuisine avec ses amis, bruyant et désinvolte. « Chloé, va nous chercher des chips », criait-il, et je m'exécutais sans même y penser. La paix était plus facile à obtenir que la confrontation. Mon père admirait sa confiance en lui, même lorsqu'elle frisait l'arrogance. Ma mère l'adorait ouvertement. « Il a le feu de ton père », m'a-t-elle dit une fois. « Et ta patience, ma chérie. » Le mélange parfait. Puis elle avait ri doucement, comme si c'était un compliment. Après la mort de grand-père, mes parents sont devenus obsédés par l'héritage. Mon père encadrait de vieilles photos de lui serrant la main de notables locaux. Ma mère organisait des brunchs caritatifs en son nom. Il ne parlait jamais de deuil, seulement d'images. Puis un soir, alors qu'elle arrangeait des fleurs pour un énième événement, ma mère a dit nonchalamment, « Tu sais, Léo va bientôt avoir 20 ans. Ce serait tellement symbolique si tu utilisais ta fiducie pour lui acheter quelque chose de spécial. » J'ai ri, pensant à une blague. Elle, non. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une brochure de voiture brillante sur son bureau. BMW série 3, forfait cadeau clé en main. Mon nom était griffonné sur un post-it collé sur la couverture. Quand je l'ai confrontée, elle a souri comme si j'avais mal compris. « Ce n'est qu'une idée, dit-elle, pour l'harmonie familiale. » L'harmonie. Ce mot flottait dans l'air comme un parfum, doux et suffocant. Au dîner ce soir-là, mon père a de nouveau mentionné la voiture. « C'est un symbole, Chloé. Le succès doit rester dans la famille. » Il a posé sa fourchette, le son sec contre l'assiette. « Tu vas t'en occuper. C'est ce que font les filles responsables. » Il n'a pas élevé la voix.
Il n'en avait pas besoin. Dans notre maison, le contrôle n'avait jamais eu besoin de cris. Il n'avait besoin que de certitude. Pourtant, je me souvenais de la voix de mon grand-père, des années auparavant, basse et certaine. S'il te force un jour à choisir entre la paix et la dignité, choisis la dignité. Une paix bâtie sur l'obéissance n'est pas la paix. C'est une cage. Je ne le savais pas encore, mais la porte de cette cage était sur le point de se fissurer. La soirée du 20e anniversaire de Léo semblait mise en scène, comme une pièce qu'ils avaient répétée pendant des mois. Le jardin était paré de guirlandes dorées, la table recouverte de lin blanc et de flûtes à champagne. Ma mère flottait d'un invité à l'autre, ses perles captant la lueur des lumières. Mon père se tenait droit près du barbecue, serrant des mains, incarnant parfaitement le fier patriarche. Je suis resté en retrait sur le bord de la terrasse, tenant une assiette en carton que je ne voulais pas. Chacun connaissait son rôle. Ma mère, l'hôtesse parfaite. Mon père, le pourvoyeur. Mon frère, la star. J'étais le bruit de fond, jusqu'à ce que mon nom soit appelé. Chloé, dit ma mère en tapotant son verre. Un toast. Elle afficha ce sourire de scène qui signifiait un danger imminent. À notre garçon en or, dit-elle, et à sa sœur, qui lui achètera la BMW qu'il mérite. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, mais les rires qui suivirent me confirmèrent que non. Les invités applaudirent. Mon père hocha la tête. Mon frère sourit d'un air suffisant, comme si la voiture était déjà sienne. J'aurais pu en rire, jouer le jeu comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi s'est brisé, le genre de fracture silencieuse qu'on n'entend que lorsqu'il est trop tard. Non, dis-je. Un seul mot. Le son sembla aspirer tout l'air autour de nous. Même le vent parut s'arrêter. Le sourire de ma mère se figea en plein vol. Le visage de mon père se durcit. Pardon ? dit-il, son ton aussi tranchant qu'un rasoir. Je n'utiliserai pas ma fiducie pour lui, ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas, bien que mes mains, si. C'est à moi. Le silence qui suivit était vivant, dense, en attente. Puis vint la main. Ce ne fut pas tant une gifle qu'un choc. Un éclair blanc sur ma joue. La foule eut un hoquet de surprise. La lumière des guirlandes se balança. Le verre glissa de ma main et se brisa contre la pierre. Le sourire suffisant de mon frère disparut. Ma mère siffla, sourit, Chloé. Tu nous fais une scène. J'ai souri, mais ce n'était pas le sourire qu'elle voulait. Plus tard, je me réveillerai sous des néons, le goût du sang et du métal sur la langue. L'infirmière murmurerait, vous avez de la chance, ça aurait pu être pire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était, pire. Le bourdonnement des néons aux urgences était plus fort que n'importe quelle voix dans ma tête. Je fixais les dalles blanches du plafond jusqu'à ce qu'elles se confondent. Mon visage était endolori, mes côtes me serraient, et ma main droite tremblait lorsque j'essayais de soulever le gobelet d'eau en plastique sur le plateau. Une infirmière prenait des notes sans me regarder. Quand elle a finalement levé les yeux, elle a dit doucement, la famille. J'ai hésité. Ils ne viendront pas. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. L'agent Manon Leclerc est arrivé ensuite, son insigne brillant sous la lumière crue. Elle a balayé du regard la petite cabine, les ecchymoses sur mon visage, le téléphone fissuré sur la table. Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous ? a-t-elle demandé. La réponse était non. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quand elle est partie, j'ai retourné mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. Un texto de Léo, tu as tout gâché. Je les ai supprimés un par un. Cette nuit-là, quand l'infirmière m'a poussé en fauteuil roulant vers l'accueil des sorties, j'ai vu un visage familier qui attendait. Madame Monique Martin, la bibliothécaire âgée avec qui je travaillais. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle regardait les livres abîmés, attentive à ne pas me faire sentir brisé. Oh, ma petite, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas obligée d'y retourner, vous savez. J'ai réussi à esquisser un sourire, ou quelque chose qui y ressemblait. Où d'autre pourrais-je aller ? Elle a glissé une petite carte dans ma main. Il y a de l'aide. Une aide juridique. Des gens qui savent quoi faire quand les familles franchissent des limites qu'elles ne devraient pas. Plus tard, dans sa voiture, elle m'a conduite à un petit hôtel de bord de route.
Elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste tendu son chargeur de rechange, m'a dit de me reposer et a promis de prendre de mes nouvelles le lendemain matin. Quand elle est partie, le silence m'a semblé lourd, mais pur. Pour la première fois depuis des années, personne ne me disait quoi faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais tout copié des mois auparavant. Relevé, paiement, virement depuis le fonds en fiducie de mon grand-père. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais fait à l'époque. Juste une intuition silencieuse qu'un jour j'aurais besoin de preuves. J'ai fait défiler les fichiers, chaque ligne de chiffres brillant d'une lueur froide et parfaite. Mes parents avaient utilisé ma fiducie pour des vacances, des rénovations de la maison et des dons qui retournaient directement sur les comptes de l'entreprise de mon père. C'était là, la preuve du vol enveloppé dans la loyauté familiale. Je me suis souvenu de la voix de grand-père, rauque mais ferme. La liberté a besoin d'un plan de secours, Chloé. Garde le tien en sécurité. J'ai ouvert un nouveau courriel et tapé un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des années. Cabinet Moreau et Associés, l'avocat de mon grand-père. Il était plus de minuit, mais j'ai tout envoyé, les documents, les photos, même les papiers de sortie de l'hôpital. En objet, j'ai écrit « Je crois que mon grand-père s'y attendait ». Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, mais à 3h17 du matin, mon téléphone s'est allumé. Maître Moreau. Vous avez bien fait. Il existe une clause pour ce genre de difficultés. Nous allons agir vite. Ne rentrez pas chez vous. Pour la première fois depuis la gifle, ma poitrine s'est desserrée. Au lever du soleil, je me tenais devant l'hôtel. L'air était froid, le ciel commençait à peine à se teinter de bleu. Je regardais les gens se rendre au travail, une tasse de café à la main, leur vie allant de l'avant. J'étais resté bloqué sur place si longtemps que j'avais oublié ce que signifiait « avancer ». Quand Maître Moreau a appelé cet après-midi-là, sa voix était calme, délibérée. « Chloé, j'active la clause de difficulté. Elle vous transfère le contrôle total de la fiducie et gèle tout accès de la part de vos parents. » J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. « C'est légal ? » C'est ce que votre grand-père voulait. Il a dit qu'il l'avait mise là au cas où vous auriez un jour besoin de protection contre eux. Protection ? Le mot m'a frappé plus fort que la gifle. Le soir même, Maître Moreau avait obtenu une ordonnance de restriction temporaire. L'agent Leclerc a rappelé, confirmant que la procédure était en cours. Vous avez une fenêtre de sécurité maintenant, dit-elle. Utilisez-la. J'ai passé cette nuit dans la salle de bain de l'hôtel à laver le sang de mes cheveux, le regardant tourbillonner dans le siphon. Le miroir montrait quelqu'un de nouveau. Fatigué, oui, mais éveillé. Quand Madame Martin m'a apporté le petit déjeuner le lendemain matin, je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, puis m'a serré la main. Vous faites quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire, dit-elle. Vous tracez une limite. Cet après-midi-là, j'ai signé le dernier formulaire. Maître Moreau a envoyé une demande d'application d'urgence pour le contrôle de la fiducie et la protection physique. Ma signature paraissait plus stable que je ne me sentais. Il pensait que m'envoyer aux urgences me briserait. Il n'avait pas réalisé que ce serait l'endroit où j'apprendrais à me reconstruire. J'ai éteint mon téléphone, fermé les stores de l'hôtel, et murmuré dans le silence. Cette fois, ce n'est pas eux qui décident de la suite. Le lendemain après-midi, la maison du bois avait exactement la même apparence. Pelouse manucurée, clôture blanche, un drapeau flottant doucement dans la brise. On n'aurait jamais deviné qu'à l'intérieur, la famille parfaite se démenait pour maintenir son histoire. Depuis la fenêtre du salon, le reflet de Stéphane Dubois le fixait dans la vitre. Gestion de crise, marmonna-t-il. On dit aux gens qu'elle a surréagi, qu'elle est émotive, instable. Valérie se tenait près de la cheminée, serrant un mouchoir dont elle n'avait pas besoin. Et si quelqu'un publie quelque chose sur la fête ? Les voisins ont vu. Alors nous n'irons, coupa Stéphane. Notre nom a encore du poids dans cette ville. Léo faisait défiler son téléphone sur le canapé, la mâchoire serrée. Elle nous a fait passer pour des nuls, papa. Elle reviendra en rampant. Elle le fait toujours. Il avait tort. Car à ce moment précis, la sonnette retentit. Valérie ajusta son gilet, se composant un visage avant d'ouvrir la porte. Elle se figea.
Devant elle se tenait Chloé, le visage calme, les cheveux tirés en arrière, un petit dossier à la main. À côté d'elle se tenait un homme en costume gris foncé. Maître Nicolas Moreau. Chloé, dit sa mère doucement, d'une voix presque répétée. Tu aurais dû appeler. Je l'ai fait, répondit Chloé. Vous avez raccroché. Stéphane apparut derrière elle, la voix basse et tranchante. Tu as fait parler toute la ville. Comprends-tu seulement ce que tu nous as fait? Chloé regarda par-dessus son épaule, balayant du regard le salon, les meubles parfaits, les photos, la vie qu'on ne lui avait jamais permis de toucher. Puis elle posa le dossier sur la table basse en marbre. Maître Moreau parla le premier. Monsieur et Madame Dubois, je suis l'avocat de la succession de Pierre Moreau. Je représente votre fille concernant sa fiducie. Le rire de Stéphane fut court et amer. Sa fiducie. Nous la gérons depuis des années. Plus maintenant, dit calmement Maître Moreau. Il ouvrit le dossier et en sortit le document tamponné. En vertu de la clause de difficulté de la fiducie de Monsieur Moreau, le contrôle et la propriété intégraux ont été transférés à Mademoiselle Chloé Dubois, avec effet immédiat. Vous n'avez plus accès ni autorité sur les comptes associés. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Les mains de Valérie tremblaient. Tu ne peux pas faire ça Stéphane, dit quelque chose. Le visage de Stéphane devint rouge vif. C'est ridicule. Vous la manipulez. Maître Moreau ne s'y a pas. Toutes les transactions effectuées sans son consentement sont en cours d'examen par le tribunal. L'utilisation abusive des actifs d'une fiducie constitue un abus financier, une infraction grave. Léo se leva brusquement. Tu ne vas pas poursuivre tes propres parents, Chloé. Chloé se tourna vers lui, la voix stable. Tu as utilisé la carte le mois dernier pour tes frais de scolarité. Ce n'était pas à toi non plus. Il cligna des yeux. Papa a dit que c'était bon. Je sais, dit-elle. C'est ça le problème. Sa mère essaya un autre ton, le ton doux et larmoyant. Ma chérie, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Ne nous détruisons pas pour de l'argent. Chloé la regarda, quelque chose de tranchant mais de triste derrière ses yeux. Il ne s'est jamais agi d'argent. Il s'agissait de choix. Vous ne m'en avez simplement jamais laissé un seul. Maître Moreau tendit un autre papier, une ordonnance de restriction signée ce matin-là. Pour sa sécurité, Mademoiselle Dubois vivra séparément. Il vous est interdit de la contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Valérie devint livide. Stéphane recula et s'effondra dans le fauteuil. Le son du papier heurtant la table résonna dans le silence. Ils sont devenus blêmes, penserait Chloé plus tard. Non pas à cause du choc, mais parce qu'ils se voyaient enfin sous la lumière qu'ils avaient toujours essayé de fuir. Tu nous as fait ça, dit Stéphane, la voix tremblante d'une rage qui sonnait soudainement minuscule. Chloé expira, lentement, calmement. Non. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Elle ramassa son dossier, fit un signe de tête à Maître Moreau, et se tourna vers la porte. En sortant, la brise souleva une mèche de ses cheveux. Le soleil était vif, mais chaud, le genre de chaleur qui ne brûle pas. À l'intérieur, les voix de ses parents s'élevaient en colère, déni, peur mais elles s'estompaient déjà. Maître Moreau lui tint la porte. « Ça va » demanda-t-il. Chloé sourit faiblement. Pour la première fois, oui. Il hocha la tête. Vous savez, votre grand-père aurait été fier. Elle jeta un dernier regard à la maison. La façade parfaite brillait au soleil, belle et creuse. Il pensait que je ne me défendrais jamais, dit-elle doucement. Mais je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de preuves. Et sur ce, elle descendit les marches du perron, non pas pour s'éloigner d'eux, mais pour aller vers elle-même. Les semaines suivantes parurent irréelles, comme si je me réveillais d'un long cauchemar très vif et que j'essayais de m'adapter à la lumière du jour. Mon nouvel appartement, rue des Tilleuls, était petit, murs nus, meubles de seconde main. Mais chaque son à l'intérieur m'appartenait. Pas de pas faisant les 100 pas derrière des portes closes. Pas de voix me rappelant de sourire. Juste le doux bourdonnement de la liberté. Chaque matin, le soleil se glissait à travers les fins rideaux et peignait la pièce d'or. Je me faisais un café, m'asseyais près de la fenêtre et respirais l'odeur du bitume mouillé par la pluie.
Pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de me presser. Il n'y avait plus de rôle à jouer. Les titres des journaux sont apparus puis ont disparu. Un entrepreneur local fait l'objet d'une enquête pour abus de fiducie. L'article ne mentionnait jamais de nom, mais tout le monde savait. Stéphane Dubois prit un congé d'une durée indéterminée de son entreprise. Valérie se retira de ses cercles sociaux. Léo perdit sa bourse après que l'incident fut rendu public. Maître Moreau m'envoya l'avis final une semaine plus tard, la confirmation que la fiducie était désormais uniquement à mon nom. Le papier semblait lourd dans mes mains, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il symbolisait, la confiance de mon grand-père, enfin honorée. J'ai pensé appeler Madame Martin pour lui dire que j'étais en sécurité, mais en prenant le téléphone, j'ai hésité. Certaines personnes vous sauvent simplement en vous montrant la sortie. Vous n'avez pas à les entraîner dans ce qui suit. À la place, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable. En haut, j'ai tapé « Le coup du silence ». L'histoire ne les concernait pas seulement eux. Elle me concernait, moi, et chaque personne qui avait un jour confondu l'obéissance avec la paix. Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville scintiller au-delà de ma fenêtre, j'ai réalisé que je ne détestais plus ma famille. La haine est encore une forme d'attache, et j'étais enfin libre. Pendant des années, j'ai cru que le silence me rendait faible. Maintenant, il sonnait comme une force, le genre qui n'a pas besoin de témoins pour être réel. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une dernière gorgée de café froid, et murmuré à la pièce vide, voilà ce que c'est, la liberté. Ils avaient levé leur verre à mon obéissance. Aujourd'hui, je lève le mien à ma liberté. Je ne vis plus dans cette maison, mais parfois, quand le vent tourne, j'entends encore les échos de cette nuit. Les rires, le verre qui se brise, le moment où j'ai enfin dit non. Ça ne fait plus aussi mal qu'avant. Ça me rappelle simplement que chaque fin commence avec une personne qui décide qu'elle en a assez. Je pensais que reprendre ma fiducie était une vengeance. Ce n'en était pas une. C'était de la survie. C'était la preuve que la paix peut être plus forte que la douleur si vous cessez de vous excuser de la vouloir. Si on vous a déjà dit de vous taire, souvenez-vous que votre silence n'est pas leur propriété. Parlez, partez, reconstruisez, même si votre voix tremble. Et si cette histoire ressemble à la vôtre, racontez-la. Quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir que c'est possible.